Alors, Monsieur Antoine Ressemieux est adhérent au FN depuis juillet 2013. La question que j'aimerais poser, c'est savoir est-ce que c'est vraiment un choix de conviction ou alors c'est de l'opportunisme? Vous avez, vous avez des questions qui sont un peu spéciales, puisque quand on adhère à un parti politique, forcément, on adhère par rapport à un choix politique, par rapport à des convictions. Vous en avez L'opportunisme, eu avant ça d'autres choix. j'ai pas compris. Je dis, vous étiez déjà, vous n'étiez pas au FN avant juillet Non, mais j'ai 2013. beaucoup. Vous Vous venez de savez, quelque part. j'ai été surtout avant 1993 très impliqué dans la vie politique, plutôt à droite par rapport en effet à des questions donc européennes. Et puis après, j'avais un petit peu laissé tomber tout ça puisque j'avais des enfants à élever et à éduquer. Et le temps est venu un petit peu de s'engager par rapport en effet à des idées qui étaient plus les miennes, qui étaient plus patriotiques et puis qui pensaient qu'on allait défendre donc en effet la France au niveau des frontières économiques, au niveau de l'Europe, voilà tout simplement. C'est-à-dire que ça fait, et c'est le seul parti qui m'a semblé, vous voyez, et qui aujourd'hui toujours correspond à mes valeurs actuelles. Le problème de l'insécurité, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire qu'on a quand même aujourd'hui donc l'État qui se défausse sur les collectivités locales. Et en effet, tout le monde s'engouffre un petit peu dans la brèche de dire il va falloir des caméras, il va falloir des policiers municipaux. Mais à l'origine du problème de l'insécurité, c'est quand même l'État qui n'assure pas son pouvoir régalien. Vous voulez augmenter le nombre de policiers municipaux? Je vous l'ai dit, c'est-à-dire je veux surtout au début mettre l'État face à ses responsabilités. C'est-à-dire que je ne veux pas payer une police municipale à 5-6 millions d'euros. Déjà, il faudra trouver l'argent. Sans contrepartie de l'État. C'est-à-dire si on met 5-6 millions d'euros d'impôts de plus sur les taxes foncières, sur les Clermontois, quid de l'impôt sur le revenu qui est là pour assurer les fonctions régaliennes de l'État. Et dans la rue, c'est-à-dire dans le cadre des financements qui avaient été prévus par l'État, on aurait pu se permettre de démolir aussi donc, la muraille de Chine, parce que c'était un lieu quand même symbolique un petit peu de cette misère sociale, d'enfermement des gens. Et puis au niveau esthétique, on avait un côté qui n'était pas très agréable. On a aussi cette muraille de Chine. Il faut bien voir une chose, c'est que cette muraille de Chine aussi permet de libérer 4-5 hectares devant, donc en terrain, donc, qui est un parc qui est plein nord, et qui permet sûrement de faire une jonction entre la cité Étienne Dolé, la gare de la Rotonde. Vous voyez, donc il y a sûrement un projet urbain à faire sur cet espace et redonner à Saint-Jacques, vous voyez, partir du pied de Saint-Jacques pour redonner à Saint-Jacques un petit peu un certain équilibre, une nouvelle dimension. Je suis contre le Grand Clermont tel qu'il est prévu aujourd'hui, puisque je veux déjà qu'on puisse faire, si possible, une agglomération clermontoise avec des vraies compétences. Vous savez qu'aujourd'hui, l'agglomération donc Clermont Communauté n'a que la compétence, la compétence culture, la compétence sport et ce qu'on appelle la compétence activité économique. Donc déjà, il nous manquait déjà la compétence transport, qui était donc donnée au SMTC. Il nous manque la compétence, bien sûr, urbanisme. Et il nous manque la compétence un petit peu, vous voyez, générale pour fédérer les énergies. Donc ça m'a toujours surpris de pouvoir dire on va commencer à vouloir faire le Grand Clermont alors qu'on n'a pas été fichu de faire une agglomération. Bon, il se trouve que pour connaître pas mal de villes en France, bon, la tâche est difficile puisque pour faire une agglomération, il faut déjà une continuité urbaine entre chaque commune. Et quand on regarde un petit peu la physionomie, vous voyez, de Clermont et de ses communes avoisinantes, on a une communauté urbaine qui, en fin de compte, qui pourrait ne faire une continuité urbaine que sur 17 communes. C'est-à-dire qu'il faudrait exclure Saint-Genès, il faudrait exclure Saillat, il faudrait exclure Châteauguay de cette communauté urbaine, contrairement à des villes comme Nancy qui ont un noyau central et qui avaient autour des pôles d'agglomération qui font qu'elles ont tout de suite fonctionné en communauté urbaine. Donc déjà le montage, vous voyez, juridique déjà de la communauté d'agglomération de Clermont, donc ce qu'on appelle Clermont-Co, il est déjà foireux au départ. Donc il est foireux, mais bien qu'il aurait pu fonctionner, et au lieu qu'il fonctionne, on a embauché du personnel, on n'a pas délégué des compétences, on a eu un adjoint à la culture, Olivier Bianchi, qui est à la fois adjoint à la culture et vice-président de la culture en charge de Clermont-Co, idem pour du Lacrougerie. Donc on a fait fonctionner ça, en fin de compte, pour des espèces de tiroirs, et puis des carrières personnelles. Et on a oublié les Clermontois et toute l'agglomération. Donc le Grand Clermont peut uniquement se concevoir dans un espace qui serait donc métropolitain sur Clermont et qui ferait référence à des villes comme Thiers, Issoire ou Vichy, avec une vraie interférence et pas une aspiration de la métropole par rapport à ces territoires. C'est-à-dire ce sont des communes qui mettent des moyens en commun pour pouvoir réaliser un service public. Donc le SMTC, en effet, c'est une réalité, c'est-à-dire que ça ne sert strictement à rien en réalité dès lors qu'on veut être en agglomération, puisque le SMTC, la compétence transport, si elle est déléguée à Clermont Communauté,
elle réalise ensuite directement l'exploitation donc en régie publique ou en régie ou en privé à un exploitant qui peut être T2C ou un privé, peu importe. Donc le SMTC, en réalité, a été créé uniquement pour créer des postes de vice-président et puis pour nourrir certaines personnes. Donc sa suppression, c'est une suppression purement administrative qui n'a aucun impact sur le transport clermontois, mais qui permet d'économiser 15 à 16 millions d'euros. Et 15 à 16 millions d'euros qui sont peut-être la gratuité du transport, on va y a trouver. Pour rebondir sur ce que vous disiez, vous parliez de compétences qui étaient déléguées au niveau de la culture. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que ces compétences effectivement soient déléguées à l'intercommunalité quand on regarde le programme que vous proposez, où il semblerait que la culture souffre un petit peu du financement et des volontés de financement qui peuvent être les vôtres? C'est-à-dire que vous dites le travail d'abord, quoi. Les associations voilà, c'est ce que vous dites dans le programme. Ça, c'est le choix politique que j'assume. Si vous voyez donc au niveau de la culture, qu'est-ce qui s'est passé? Donc bon, on a une offre culturelle qui est pléthore, qui est à mon avis suffisante. Il faut peut-être demain, au-delà de la culture, commencer un petit peu, voyez, à remettre le travail à sa place et s'amuser après. C'est-à-dire que généralement, moi, quand j'étais plus jeune, mon père et mes parents me disaient, bah, écoute, tu vas faire du sport quand tu as fini tes devoirs. Et puis plus tard, quand j'ai travaillé, je travaillais, puis j'allais au cinéma une fois que j'avais travaillé, et pas l'inverse. Donc il faut peut-être remettre un petit peu les choses dans leur contexte, et puis remettre un petit peu les jours au travail, tout simplement. Si je peux me permettre de faire une petite mise en garde, je dis, faites attention à votre avenir, essayez de voir ce qui peut produire de la richesse, et pas uniquement ce qui peut vous contenter sur l'immédiat, et penser à l'avenir. L'association Popar, qui est subventionnée à hauteur de 900 000 €, bon, c'est une association de production. Donc c'est une société commerciale, tout simplement. Elle a un contrat d'affermage qui le lie avec la coopérative de mai, mais ça pourrait être très bien une société de production privée qui assure ce travail, et ça économiserait 1 million d'euros par an. Le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens de faire la bibliothèque. Ce n'est pas une question de pouvoir avoir le rayonnement culturel, c'est la question de savoir si vous voulez continuer pendant 20-25 ans à payer des impôts déraisonnés par rapport aux offres de services qui sont proposées. Ce n'est pas histoire de dire je veux pas de bibliothèque ou je veux pas de scène nationale. C'est un choix politique, pour pouvoir avoir une bouffée d'air aujourd'hui et se dire on commence à rembourser les emprunts qui ont été contractés. Vous savez qu'on est à 220 millions d'euros de dette à Clermont. Et là aujourd'hui, Olivier Bianchi veut tout simplement, puisque les poches des Clermontois sont vides, aller faire les poches de l'ensemble de la communauté d'agglomération donc de Clermont. Donc c'est tout simple. C'est-à-dire que moi je dis non, vous voyez, c'est trop facile. C'est-à-dire qu'on s'appauvrit, on fait rien pour, on reste au pouvoir pendant 15 ou 20 ans, et puis après on dit, ben, c'est les autres maintenant qui vont payer. Non, je vous dis non. Il faut être lucide. Si vous endettez là, tout de suite Clermont Communauté sur les 5 ans qui viennent de 180 millions d'euros, forcément vous aurez des impôts. Au niveau des cantines, je veux faire à Clermont ce que font pas les socialistes en France, c'est-à-dire le droit universel à la cantine. C'est-à-dire il faut absolument, vous savez, quand vous avez des enfants, j'en ai eu, ils sont 4, j'en ai toujours 4 d'ailleurs, mais ils sont plus grands, c'est ce que je voulais vous dire. Vous les mettez à la cantine, il faut savoir quel est le tarif, il faut savoir si vous travaillez, s'il y en a qui travaillent, ça va, s'il y en a 2 qui travaillent, c'est encore mieux, donc il y a des ordres de priorité. Donc je veux instituer un droit universel à la cantine avec un tarif unique. Et comme l'Hôtel-Dieu par exemple. L'Hôtel-Dieu, pourquoi la mairie propose de vouloir racheter des terrains à des privés? Je ne comprends pas, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Et donc c'est un grand marché régional, tout simplement, donc, qui en termes d'attractivité, vous voyez, parce que quand on vient à Clermont-Ferrand, généralement, les gens qui diraient, vous avez un marché, moi souvent on me dit, vous avez un marché de produits bio, tout ça, bon, il n'y a pas grand-chose en réalité. Donc un grand marché régional ouvert le dimanche, ça permet en effet de faire un grand lieu d'échange, ça permet au territoire de s'exprimer à l'intérieur de la capitale régionale, et ça permet, pourquoi pas aussi, de faire un marché d'import-export sur certains produits dont les Clermontois ont besoin. Vous avez des puits de captage réalisés donc, au pied du Puy-de-Dôme pour éviter en effet de boire l'eau de l'Allier, de pomper de l'eau de l'Allier tout simplement. Donc je pense que dans une région qui se veut attractive, on ne peut pas dire aux gens vous avez l'eau du ruisseau et puis certains boivent de l'eau de source et puis vous voyez on est sur quelque chose d'incompréhensible. Des gens qui viennent de l'extérieur, ils ouvrent le robinet, ils disent ah ben vous avez de la chance, vous avez de l'eau du Mont d'Or ou du Puy-de-Dôme, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire sur l'arrivée du train, ce qui ne vous aura pas échappé, si vous connaissez bien Clermont, c'est que Clermont est cicatrisé par un réseau ferré urbain, puisqu'on considère toujours aujourd'hui que Clermont-Ferrand est une croix ferroviaire nationale. Donc on a toujours un petit peu les politiques aujourd'hui, surtout socialistes, ils disent oh, bah, oui, Clermont-Ferrand c'est une croix ferroviaire nationale, on va de Paris
Clermont, Marseille, on fait Lyon, Clermont, Bordeaux. Donc bon, cette idée-là, aujourd'hui, il faut l'abandonner, puisque aujourd'hui, ce qu'on appelle les trains d'équipe du territoire, qui sont donc subventionnés par l'État et payés en partie par les régions et ensuite TTR, ça ne fonctionne plus. Donc Clermont-Ferrand, en fin de compte, ça va finir en terminus. C'est-à-dire que Clermont-Ferrand va être une ville en terminus, tout simplement, avec des légions régionales qui continueront d'exister. Donc aujourd'hui, j'ai voulu poser le débat du transport ferroviaire pour la région, pour les prochaines échéances donc, électorales, et commencer à dire pourquoi payer 100 à 110 millions d'euros par an, pour pouvoir subventionner des TER qui sont utilisés par 7% des individus. Donc il y a une problématique transport énorme qui n'a pas été réglée depuis 20 ans, où on a voulu, à mon avis, faire plaisir un petit peu, vous voyez, au lobby un petit peu CGT, en disant, bon, il y a les cheminots, donc bon, ça reste comme ça. Bon, et une espèce d'inertie politique qui fait qu'aujourd'hui, on a une situation catastrophique. Vous savez que la ligne donc, de Lyon, Clermont, Bordeaux, existera plus à partir de juillet 2014, et que la ligne Nice-Sévenol va être aussi supprimée. Donc en termes de transport, il y a quand même une grande réflexion à faire, mais pas qu'une réflexion, puisque ce que je vous dis là, je ne l'ai pas inventé, c'était dans des rapports déjà faits de la SNCF, le rapport Mancia de 2009, etc. Tout ça, ça a été déjà annoncé, mais apparemment, que ce soit le Front de gauche ou les socialistes à la région, ils font les autruches, tant qu'on peut payer, ils payent, ils ne proposent aucun projet. Donc l'histoire après du TGV, j'ai été un des premiers, en effet, à m'opposer à cette histoire de TGV, qui prévoyait une gare métropolitaine à 80 km de la métropole, enfin, de ce qui aurait été supposé à la métropole. Donc vous voyez, c'était déjà une ineptie. C'était une ineptie par rapport au parcours donc, de Lyon. Donc demain, on a aussi le 4e paquet ferroviaire qui arrive, qui va libéraliser les transports, donc ce qu'on appelle ferroviaires, donc régionaux. Vous voyez, il y a tout un tas de problématiques qui ne sont pas abordées. Et je pense que FR3 pourra un jour peut-être faire un débat là-dessus, sur le transport ferroviaire en Auvergne. Et qu'on puisse y rester 2 ou 3 heures et expliquer aux Auvergnats les grands enjeux de demain pour cette région. Mais c'est vrai que votre question, elle mériterait, vous voyez, une demi-heure, 3/4 d'heure de réponse. Juste un tout petit mot avant qu'on conclue. Alors, on sent le passionné en urbanisme, il n'y a pas de doute. À chaque fois que vous abordez ces sujets, on sent que c'est votre dada. Par contre, vous voulez changer le nom de la gare de Bercy, l'appeler gare d'Auvergne. Comment fait le maire de Clermont pour obtenir le droit de changer une gare à Paris? Ça, c'est le plus beau projet, ça. Vous savez, ça, c'est le plus beau projet parce que pour avoir été donc habitant à Paris, ce qui est important à Paris, c'est les bouches de métro et les gares. Oui. Donc, vous avez la gare Saint-Lazare, Montparnasse, gare de l'Est, gare du Nord, gare d'Austerlitz. Et la gare de Bercy, si elle pouvait s'appeler gare d'Auvergne, ça serait une image énorme pour l'Auvergne. Mais comment vous faites en tant que maire pour l'obtenir? Vous le mettez dans votre programme, vous dites on va changer le nom. Parce que vous demandez à la SNCF simplement de changer le nom. La gare de Bercy, c'était une gare de marchandises. Aujourd'hui, c'est plus une gare de marchandises, mais c'était la gare originelle des marchandises qui arrivaient à Paris, donc des marchandises donc de l'Auvergne. Elle dessert aussi Nevers, par exemple. Vous êtes sûr que les gens de Nevers vont être d'accord pour que la gare s'appelle... On peut l'appeler gare centre. Vous voyez, gare centre, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, gare d'Auvergne, ça donnerait une image quand même en termes d'attractivité largement supérieure. Ça permettrait aussi d'avoir peut-être un métro qui s'appellerait donc métro gare d'Auvergne. Et par rapport, en effet, on parle beaucoup de tourisme. Par rapport à du tourisme, je pense que ce serait important. Ça fait rire Césaire, en tout cas. Ça fait sourire nos étudiants, ils ont le droit. Aucun disent, vos adversaires disent, il n'a pas fait campagne, il fait 12,7, ça sort d'où, on ne sait pas. Écoutez, ça c'est la vie, c'est pas parce que j'avais pas de bus anglais, vous voyez, que j'étais, dans les bus de T2C, moi. Tous mes, que ce soit une partie de mes colistiers et des gens qui ont voté pour nous, étaient dans les bus, vous voyez. Ils n'étaient pas forcément dans un bus anglais. Alors comment vous qualifiez-vous ce soir, comme arbitre pour le deuxième tour ou comme candidat à part entière pour ce deuxième tour? Comme partenaire tout simplement d'une personne qui veut battre les socialo-communistes et changer l'esprit de cette ville, tout simplement. C'est très simple. C'est une forme d'appel que vous lancez à la liste de droite? C'est pas un appel, c'est un appel des populations qui ont voté pour moi, donc de tous ces électeurs qui sont donc en effet à la fois déçus par le socialisme, qui veulent relever la tête, qui veulent avoir un petit peu une dignité, relever leur honneur et pas s'inscrire dans le tout social, dans le tout socialisme, dans le tout communisme, sachant que le communisme c'est quand même l'international communiste quand même, c'est-à-dire que c'est considéré qu'un ouvrier chinois égale un ouvrier français, et c'est pas notre cas. Votre concurrent à droite, Jean-Pierre Brenas, en appelle au bon sens de vos électeurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, le bon sens, il a déjà fait appel au bon sens de mes électeurs, puisque mes électeurs, ils ont déjà été un petit peu bridés sur la sécurité avec Jean-Pierre Brenas. Donc apparemment, ça n'a pas suffi. Il fait un score honorable avec une belle campagne. Mais nos électeurs ne sont pas à vendre. Et les appareils politiques de l'UMP feraient bien de réfléchir, donc surtout Brice Hortefeux, aux conséquences donc, de l'appel aux électeurs du Front National. Ça en plaît en effet aux composantes de ces partis qui sont plus importantes. Vous faites 12-7, vous espériez jusqu'à 18, c'est bien ça?
Bon, un petit peu déçu quand même. Oui, je suis un petit peu déçu par rapport aux scores nationaux, par rapport à la vague bleu marine. On est un petit peu déçu, mais l'avantage de Clermont, c'est qu'on a une vague bleu marine avec un navire UMP sur la vague, vous voyez, mais un navire sans voile. Donc on va voir comment va réagir, en effet, l'UMP local. C'est quoi l'objectif prioritaire pour vous au deuxième tour? C'est vraiment d'écarter les socialistes de cette mairie? C'est l'objectif prioritaire, c'est-à-dire c'est en effet d'avoir un mode de gouvernance et une mairie qui soit plus socialiste et qui permet en effet d'avoir une attractivité donc nationale et au niveau de l'Europe, et plus avoir Clermont-Ferrand comme le trou du cul du monde, tout simplement. Donc les électeurs ont très bien compris. Ils ne veulent pas payer pour du social, ils veulent que leurs enfants entreprennent, ils veulent que leurs enfants aient un avenir et eux-mêmes avoir un espoir. Merci. Merci.